Bonjour tout le monde. Je crois que là, on a déjà certains participants. On va commencer avec notre panel aujourd'hui parce qu'on a beaucoup à couvrir entre ce groupe d'experts qu'on a réunis là aujourd'hui. On va mettre un peu le point sur les perspectives différentes de la publicité digitale en 2020. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, hein, je suis Katie Jones, je suis la directrice commerciale de Beeswax en Europe, Middle East et Africa aussi, donc EMEA. Et là, aujourd'hui, je suis jointe par des panélistes experts sur le marché digital en France ainsi que mondial. Donc, je vais les demander de les présenter maintenant eux-mêmes à vous tous. Donc, je commence, je vais commencer un peu d'à gauche. Donc, Benoît, tu es là? Oui, bonjour tout le monde. Benoît Cacheux, je suis le Global Chief Digital Officer pour Zenith, une des agences du groupe Publicis, français, mais basé à Londres depuis plus de 20 ans. Et ravi d'être sur ce panel. Bienvenue, merci. Emily? Oui, bonjour. J'ai rejoint Deezer pour ma part il y a 4 mois à la direction de la régie. J'ai le plaisir d'animer une équipe de 25 personnes en France et à l'international. Bienvenue. Merci d'être ici avec nous. Galina? Galina Timoshenko, je suis directrice stratégie et projet au sein de Relevantsia Advertising. Nous proposons les solutions digitales et tech aux marques et retailers afin de réaliser leur stratégie marketing. Et c'est un plaisir pour moi de participer à cet échange avec vous, Émilie, Benoît, Ahmad, Kedi et toute l'équipe Beeswax. Très bien, bienvenue. Et Ahmad? Bonjour tout le monde. Moi, je suis Ahmad Benjelloul, je suis fondateur et CEO d'AdLive. On est une plateforme, un exchange programmatique vidéo et on est basé à Paris et depuis peu à Dubaï. Très bien. Il fait beau là-bas? Il fait très beau, effectivement, je vous le confirme. Très bien. Et donc, je vais juste demander une petite question à notre audience avant qu'on ne commence, mais juste pour dire que là, vous avez aussi l'occasion de poser des questions en direct à notre panel aujourd'hui en utilisant le bouton marqué Q&A là dans le banc de Zoom. Donc, n'hésite pas à taper des questions et on va les prendre tous à la fin de cette discussion. Et donc là, je vais commencer par une question un peu difficile parce que 2020 était une année très différente des années précédentes. Ce n'était pas une année standard pour le monde. Et donc, je veux demander à chacun des panélistes quelles ont été les évolutions les plus importantes de notre industrie, à votre avis, au cours de 2020. Ahmad, tu veux peut-être commencer? Bon, c'est une année un petit peu particulière, ça ne vous aura pas échappé. Moi, ce que j'ai observé, c'est que c'est une année aussi qui a joué le rôle de catalyseur. Tout d'abord, au niveau de l'industrie, donc de la structure du marché, on a noté une accélération du mouvement de consolidation. Donc, il y a beaucoup de mouvements M&A. Au niveau de Beeswax, vous êtes bien placé pour le savoir. Et ce mouvement-là, ça a commencé depuis quelques années et ça implique aussi un raccourcissement de la supply chain programmatique. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. Sur cette année, c'est vraiment une année d'accélération. Ça accélère pour une raison simple également, c'est qu'il y a une baisse des volumes investis et il y a également une pression sur les coûts. Donc forcément, il y a un effet d'écrémage sur le marché. Donc ça, c'est la première tendance. Et il y a aussi une conséquence, c'est un mouvement vers la recherche, on va dire, de nouveaux horizons, de nouveaux marchés générateurs de marge, que ce soit au niveau des produits. Donc, on a observé un essor significatif de la vidéo, un essor des réseaux sociaux, plus 30% sur les acteurs spécialisés, le mobile et également la téléconnectée. Donc, la téléconnectée qui sera un des gros bénéficiaires de
de ce mouvement. Donc, c'est vraiment les deux tendances principales. Donc, concentration et accélération du rythme de la consolidation. Et deuxièmement, l'accélération du rythme d'adoption des nouveaux formats, nouveaux supports qui sont générateurs de marge. Et j'ajouterai à cela un dernier point qui est aussi la recherche de nouveaux marchés qui sont eux aussi encore, on va dire, qui offrent des opportunités de croissance plus intéressantes. Merci d'avoir ouvert un peu la session avec ces thèmes, parce que c'est vrai que je crois qu'on va reprendre un peu ces thèmes pendant toute la conversation. Galina, tu as de quoi ajouter? Avec plaisir. On le sait tous, la publicité est l'un des leviers qui diminuait fortement lors d'une crise. Et nous l'avons senti en printemps 2020. Toutefois, dès l'été de l'année dernière, nous avons constaté une réaccélération des investissements publicitaires parce que nos annonceurs souhaitaient prendre parole, souhaitaient reprendre la communication avec leurs clients. Et nous constatons aussi que naturellement, ils s'appuient de plus en plus sur les leviers digitaux dans leur communication client. En parlant des tendances marché publicitaire, clairement la plateformisation, de plus en plus d'acteurs décident de déployer des solutions plateformisées pour accompagner leurs clients en self-service, pour donner à leurs clients plus d'autonomie. Une autre tendance de fond, c'est la recherche de plus en plus forte de la performance dans les solutions publicitaires. Et effectivement, nous sommes aussi impactés par les tendances vécues par nos clients. Parmi celles-ci, j'aimerais parler de la digitalisation au global, parce qu'avant Covid, c'était une décision de certaines entreprises. Aujourd'hui, ça devient quasiment prérequis pour une entreprise d'être présente dans le digital. Il y a une autre tendance, c'est la proximité avec des solutions locales. Et la troisième tendance, c'est la recherche des solutions solidaires et responsables. Et nos annonceurs, nos clients, nous attendent aussi pour les accompagner dans cette démarche-là. Oui, donc toujours dans la transformation digitale un peu de tous les différents secteurs. Oui, oui, c'est intéressant. Et, Émilie, j'aimerais vraiment entendre tes perspectives là-dessus. Je rejoins Galina dans le constat sur le fait que oui, le marché a beaucoup bougé pour réagir à ce qui se passait. Donc, d'abord, une décroissance des investissements, évidemment. Nous, on a vu un gros rattrapage qui s'est opéré à partir de Q3. Où on a senti vers l'été, alors je n'étais pas encore chez Deezer, mais évidemment j'ai les chiffres pour le voir, on a senti que ça a vraiment repris à ce moment-là. Et donc, il y a ce qui s'est passé pour nous en termes d'investissement. On l'a vu, il y a eu ce rattrapage, ça n'a pas suffi pour couvrir nos espérances sur l'année. Sur l'audio, même si ça reste en forte croissance, ça a été quand même en décroissance par rapport à l'année dernière. Donc, même si on voit que la tendance veut monter, l'impact des investissements nous a touchés. On a après une croissance en termes d'usage sur le podcast, qui, si on recule jusqu'à 2017, qui est 6 fois plus important en termes de consommation qu'en 2017. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à regarder. Et parce que aussi, il y a un engouement des marques vers ce produit-là. Et puis, il y a eu un changement dans la consommation de la plateforme, puisque on a beaucoup moins de commuters. Et donc, on a des personnes qui écoutent finalement Deezer chez eux et qui écoutent soit tout seul, comme s'il était au bureau, mais avec de la musique, soit aussi au sein de la famille. Donc, on va avoir aussi en termes de contenu une consommation qui est différente. Si on reparle des podcasts, en l'occurrence, on a beaucoup plus de podcasts tournés vers le bien-être, le sport, tout ce qui est ce qu'on peut avoir comme podcast pour enfants. Et donc, c'est des tendances qui ont été très intéressantes à observer et qu'on voit se confirmer cette année. Très bien. Ouais. Merci d'avoir partagé tes perspectives. C'est intéressant à voir un peu les tendances de consommation et comment ça influence les décisions d'annonceurs. Benoît, tu pourras partager aussi sur ce thème? Benoît, tu es là, tu nous entends?
Il est en mute. Il y a toujours quelqu'un qui oublie de mettre son micro. Pardon. Je disais donc, de notre côté, on a un groupe de recherche qui, chaque année, en fait, publie, et même tous les trimestres, en fait, on publie des nouvelles prédictions sur le marché publicitaire. Et c'est vrai, bon, je pense qu'on on a tous le même point de vue dans le sens où l'année dernière a été une année très difficile. Il y a eu un déclin de 13% sur le marché publicitaire. Mais par contre, la bonne nouvelle, d'une certaine façon, c'est que le marché publicitaire digital a augmenté. Bon, ce n'est pas une croissance énorme, c'est dans les 3%. Et donc, c'est en baisse par rapport aux années d'avant, parce que sur les années d'avant, en moyenne, c'était autour du 13%. Et il y a certains supports canaux qui marchent mieux que les autres, comme le search, le social, le social qui ont énormément augmenté, le streaming. Je rejoins Émilie là-dessus, on voit aussi une énorme croissance. Et donc, il y a un peu une logique, ce qu'on voit de plus en plus, c'est un peu une logique de performance. Donc, on appelle ça un peu un mélange de brand performance, où évidemment, les annonceurs continuent à faire de la publicité pour générer de la notoriété, mais aussi, de plus en plus, comme il y a ce virage vers l'e-commerce, et je pense que ça, c'est l'une des plus grosses tendances de l'année dernière. C'est parce que physiquement, c'était plus possible d'aller en magasin, surtout en France, mais dans d'autres pays aussi. Donc, l'e-commerce a une croissance absolument phénoménale. Nous, ce qu'on voit chez nos clients, c'est ce besoin d'accélérer aussi cette transformation. Déjà, le terme de transformation a un côté un peu cliché parce que ça fait des années qu'on en parle. Mais c'est vrai qu'on le voit avec nos clients où les clients qui ne se posaient pas vraiment la question avant, maintenant, des agendas de transformation avec plusieurs types de projets au niveau de la technologie, de la data et donc des besoins vraiment d'accélérer parce que même des annonceurs dans la grande distribution, mais tout ce qui est FMCG, sont en train de mettre en place des modèles de commerce direct. Donc, tout ça, il y a 2-3 ans, c'était des questions qui se posaient et il y en avait quelques-uns qui avaient envie d'accélérer. Maintenant, je dirais que c'est devenu un impératif et tous les annonceurs sont en train de considérer ce genre de modèle parce qu'ils ont besoin d'avoir leur propre indépendance par rapport à ce canal de vente. Et l'autre élément qui est un peu le sujet du jour, c'est les changements de régulation, enfin les changements aussi qui sont imposés par les plateformes comme Apple, avec Google, la disparition des cookies. Donc tous ces trucs-là, en fait, c'est l'un des plus gros sujets de discussion en cours et essayer de réfléchir à des solutions pour l'avenir qui affectent tout le monde pour l'instant. Et donc là, on a de quoi parler aujourd'hui, je crois. Et donc, je vais reprendre un peu, Émilie, je crois que c'était toi qui avais vraiment observé, mais je crois que tout le monde a mentionné un peu les changements importants sur le comportement digital de la population en général. Leur consommation digitale a vraiment changé avec la pandémie. Surtout, nous, chez Beeswax, on a vu une forte croissance d'utilisation des apps. Et donc, Benoît, tu parlais un peu de positionnement de marque et sur le brand performance que j'adore comme thème. Est-ce que vous avez, vous avez tous, mais Benoît, je commence par toi. Est-ce que tu as constaté un changement dans l'approche des marques sur la publicité in-app? On voit de toute façon, on voit une évolution positive dans ce domaine-là. Surtout, on voit la croissance sur le mobile. Bon, il y a des croissances qui, je dirais, qui sont plus rapides dans certains secteurs, comme notamment toutes les plateformes sociales. Il y a une croissance accélérée. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'il y a de plus en plus de choix et de diversification. Donc, on a un problème, je dirais, des walled gardens d'une certaine façon qui continuent à s'accélérer parce que quand on regarde Facebook, Google et Amazon, c'est quand même le groupe, que ce soit dans les gros pays, et ça s'applique sur la France aussi, ils sont toujours en avance. Mais en même temps, on voit surtout sur le social des nouvelles plateformes et c'est principalement sur, je dirais, c'est de la publicité sur des applis sociales qui sont en forte croissance et on voit un mouvement très positif avec nos clients qui veulent tester toutes les plateformes
des plateformes comme TikTok qui peut-être, je ne sais pas, il y a 18 mois, étaient peut-être un petit peu plus compliquées pour certains annonceurs par rapport à tout ce qui était brand safety. Ils sont en train de changer leur point de vue et on a vu je dirais des augmentations de budget très, très importantes sur ces plateformes-là. Donc, il y a ça. Il y a aussi évidemment toute l'évolution au niveau du streaming, que ce soit sur la musique et sur les plateformes comme Netflix. Bon, en même temps, c'est des plateformes sans publicité. Donc, on Pour le travaille moment. pour le moment, ouais, pour le moment. On travaille beaucoup avec Disney. On les a aidés à lancer Disney Plus sur tout leur marché depuis l'année dernière. Et donc, évidemment, c'est fascinant de voir l'évolution de ces plateformes. Et en même temps, c'est des environnements qui sont sans publicité. Mais Ahmad a peut-être raison, c'est peut-être temporaire. Et donc, je ne sais pas, Ahmad, tu avais quelque chose à ajouter ou Amélie aussi, hein? Du coup, je te prends de court, mais nous, sur la partie consommation, comme j'ai dit tout à l'heure, on est plus sur une consommation de desktop qui a augmenté que mobile, puisque les consommateurs de Deezer sont déjà habitués à la plateforme mobile et l'utilisent vraiment en nomade. Et finalement, quand ils sont chez eux, ils ont plutôt tendance à utiliser soit leur desktop, soit à se connecter avec leurs enceintes connectées, même si c'est un marché qui n'a pas encore une très forte pénétration. Il est intéressant à étudier. On révélera bientôt une étude de manière un peu plus large sur ce que fait l'audience Deezer, qui est l'audience, et on a une belle étude qui va sortir là-dessus, mais où on voit qu'effectivement, il y a un changement d'utilisation en termes de device. Finalement, comme on consomme à la maison, et on va se rééquiper sur la partie audio, où à l'époque, on écoutait peut-être la radio sur son poste de radio. Aujourd'hui, on va peut-être écouter la radio, soit des web radios, soit on va passer par Deezer pour écouter sa radio préférée sur son desktop, soit on va connecter ses enceintes et finalement passer par les applications pour consommer finalement son contenu. Donc tout simplement, on est équipé enceinte connectée, j'ai des Sonos à la maison, j'ai du voice-over dessus et je demande que Deezer lance. Et heureusement que j'ai coupé la mienne qui est cachée quelque part là. Et elle va me lancer du son, un podcast, etc. Donc c'est aussi en termes d'usage, il y a une vraie évolution là-dessus. Donc bien sûr, c'est la partie pour l'instant early adopter. Tout le monde ne peut pas se payer non plus des enceintes connectées. Mais on voit aussi en termes d'usage que finalement le device en lui-même change. L'INAP reste évidemment important parce qu'il y a un côté consommation aussi, finalement second écran. Alors, quand on consomme de la télé, on va consommer, quand on parlait des réseaux sociaux là, avec Benoît qui parlait de TikTok, effectivement, il y a un côté double consommation entre son premier écran qui est la télé et ce second écran qui va venir sur l'INAP. Alors, écouter de l'audio plus de la télé, c'est peut-être un petit peu extrême. Voilà, je pense que ce n'est pas trop possible, mais en tout cas, voilà, ça explique aussi que pour Deezer, en tout cas, il y a une plus forte pénétration en ce moment du desktop et d'autres types de devices que simplement l'INAP. C'est fascinant à savoir. Je n'avais pas réfléchi à l'avance sur ce différence parce que je crois que pour une grande partie des publishers, des éditeurs, c'était de l'autre côté, mais c'est vraiment intéressant Oui. à entendre. Nous, disons que Deezer, c'est plutôt app native, alors qu'un publisher historique, effectivement, il voit basculer son audience petit à petit vers le mobile. Nous, ça a toujours principalement été mobile et on est à peu près à 80-20 en termes de consommation, alors qu'on avait une plus forte consommation encore avant sur l'INAP. Et donc oui, c'est intéressant de voir que finalement on se rapproche d'un éditeur lambda, mais on n'est pas arrivé au même résultat de la même manière. Très bien. Et donc là, je vais parler un peu plus d'un thème qui s'est révélé un peu dans les introductions aussi. Et donc là, quand on pense sur la consommation des médias, on a vu énormément de croissance cette année, l'année passée, dans le streaming, à la fois pour tout ce qui est vidéo, ainsi que sur audio et les podcasts. Et donc, je veux explorer un peu plus comment ça impactait le monde de la pub. Ahmad, tu veux peut-être commencer ? Oui. Je rebondis simplement sur le chiffre d'Émilie. Effectivement, nous, aujourd'hui,
ce qu'on observe, c'est que sur la majorité des publishers, c'est vraiment du 80-20. Donc, il y a 80% qui est sur le mobile. Alors, il y a un autre chiffre qui est intéressant, c'est que 80% du temps qui est passé sur le mobile est passé sur les apps qu'on appelle Wi-Fi. Wi-Fi, c'est WhatsApp, Instagram, Facebook et YouTube. Et 80% du contenu qui est dessus, c'est de la vidéo. Donc, aujourd'hui, vous prenez une personne sur deux dans la rue, enfin, pour ceux qui ont la chance de pouvoir aller dans la rue, ils sont sur une des 4 apps avec du contenu vidéo dessus. Et concrètement, ça, on le voit aussi sur donc pour les marques aujourd'hui, si elles veulent être mobiles sur les réseaux sociaux. Donc, ça aussi, on a vu, ça rejoint ta question, Kadi, sur le streaming, c'est qu'aujourd'hui, le contenu vidéo a été énormément consommé pendant la période du confinement. Donc, ce n'est pas uniquement disons la VOD, la vidéo on demand, mais il y a eu énormément d'autres contenus alternatifs qui ont commencé à être consommés. Et principalement, c'est le contenu des influenceurs. Il y a eu un changement de contenu des influenceurs, un mode de consommation, c'est-à-dire qu'on est passé d'une phase où les vidéos étaient extrêmement travaillées, éditées, soignées, etc., à des vidéos beaucoup plus simples, mais avec du contenu plus répétitif, plus impactant et qui a un potentiel viral beaucoup plus prononcé. Et ça, aujourd'hui, on l'a retrouvé au niveau des marques qui recherchent de maintenir et de conserver cette dimension d'engagement qu'elles ont retrouvée sur les réseaux sociaux, d'abord en tant que consommateur de ce contenu et deuxièmement en tant que marque annonceur. Et ça, on le retrouve du coup sur l'augmentation des budgets qui sont alloués au social ou le influencer marketing, parce qu'aujourd'hui, c'est le terme consacré. On retrouve aussi aujourd'hui sur des campagnes médias, où nous, au niveau d'AdLive, principalement au Middle East, on a réalisé plusieurs campagnes avec du contenu influenceur qui a été sponsorisé et créé par les marques, qu'on rediffuse sur notre player vidéo, sur un réseau display ou in-app. Pardon, un réseau vidéo de site web ou in-app. Donc aujourd'hui, ça, c'est un shift très important dans les stratégies des annonceurs, qui est de fusionner la partie social, grâce au contenu des influenceurs, avec la partie, on va dire, média programmatique plus traditionnelle. Bon, merci Ahmad, c'est très intéressant d'entendre un peu plus ce fusion. On avait quelques problèmes avec votre réception Wi-Fi, mais je crois qu'on a entendu et bien compris la plupart, donc t'inquiète. Mais là, je suis intéressée à passer un peu à Emily pour voir si on voit les mêmes tendances dans le monde de l'audio aussi comme le vidéo, ou s'il y a des différences peut-être là-bas. L'audio, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas ce côté second écran en termes de consommation, donc on n'observe pas vraiment la même chose sur l'audio. Nous, on a une petite partie de notre inventaire en vidéo, et ça, effectivement, c'est pris d'assaut. Et on a pour objectif de faire croître un petit peu aussi l'inventaire sur cette partie-là, parce qu'on voit qu'il y a une forte demande qui est préemptée par les annonceurs, et c'est historique. La vidéo, ça reste quand même vraiment le format privilégié pour exister pour une marque. L'audio, c'est un peu plus complexe à travailler. Ahmad, tu parlais de l'aspect créatif de la vidéo qui peut être assez simple, fait assez facilement. L'audio, surtout en streaming, c'est beaucoup plus complexe, parce que finalement, on est beaucoup plus intrusif avec de l'audio. Donc, que ce soit quand on a notre casque sur les oreilles, on rentre dans notre cerveau, quoi. Donc, si on entend une publicité qui est complètement calquée sur ce qu'on peut entendre à la radio, par exemple, ça passe pas du tout. Donc, on amène aussi nos clients à bien travailler cet aspect créatif pour bien exister. Et ça va être, je pense, une grosse tendance aussi, même via l'achat programmatique, où chez Deezer aujourd'hui, quand vous achetez une campagne audio, vous l'achetez à 100% programmatique. On a fait ce switch l'année dernière pour plus de facilité dans les achats. Et du coup, cet aspect créatif, il est super, il va devenir vraiment clé. Et je rejoins aussi Benoît sur cette partie
brandformance où voilà, on a besoin de visibilité, on a besoin de taux de complétion, c'est vrai aussi sur l'audio, mais on a aussi besoin de cet aspect branding qui revient en force parce qu'on ne peut pas que justifier la performance. Et donc autant en vidéo, encore une fois, on va pouvoir exprimer des choses assez simples, assez facilement et voilà, avoir accès à un inventaire somme toute pléthorique. Autant en audio, on n'a pas encore atteint l'inventaire qu'on peut attendre en vidéo et on a besoin d'approches un peu plus fines pour l'adresser. Merci. Benoît, tu veux peut-être ajouter un peu la point de vue des annonceurs, des marques? Oui, non, enfin, il y a un autre élément qui est intéressant avec enfin, les tendances sur l'année dernière, sur tout ce qui est streaming, c'est aussi toute la croissance qu'on a vue sur les plateformes de jeux, de gaming. Et notamment, je pensais à Twitch, cette plateforme qui en fait enfin, c'est une plateforme de gaming, mais en même temps, c'est une plateforme de streaming. Et bon, je le vois avec mes enfants, avec le temps qu'ils passent sur ce genre de plateforme, mais bon, c'est un peu anecdotique, mais ce qu'on voit aussi avec les annonceurs, c'est comme il y a énormément bah, les tendances au niveau du sponsoring ont vraiment changé parce qu'il y a eu très, très peu d'événements sportifs finalement. Et il y a une croissance au niveau des événements sportifs, mais virtuels. Et même des concerts qui sont organisés sur Twitch qui donnent des nouvelles opportunités. Donc, il y a une croissance au niveau de l'audience qui était phénoménale. Je crois que c'était 50% pour Twitch l'année dernière et c'est valable sur la France et sur un certain nombre de pays. Et ça ouvre un peu des nouvelles opportunités parce qu'une fois de plus, ça agrandit un peu les opportunités pour les annonceurs et ça permet d'avoir des nouvelles opportunités pour créer un peu de l'engagement et pour accroître sa notoriété. Donc, je pense qu'il y a un côté très intéressant parce que généralement, l'aspect gaming était pouvait avoir un peu des connotations un peu négatives. Mais je crois que ça a énormément évolué parce que les gens passent beaucoup de temps sur ces plateformes. C'est un point important parce que là, tu as tout à fait raison. Je crois que les marques ont un peu devenu peut-être un peu plus détendues sur le contenu en se rendant compte que finalement, tout le monde utilise Twitch ou ces plateformes énormes pour accéder au contenu intéressant. Mais là, je veux passer pour explorer un peu plus un des autres thèmes auxquels vous avez parlé un peu tous au début, mais c'était vraiment l'adoption de l'achat en ligne, du e-commerce qu'on a vu vraiment comme tendance très profonde récemment au cours de ce thème. Quel impact attendez-vous à moyen terme? Galina, on peut peut-être commencer avec toi? Avec plaisir. Donc, effectivement, la pandémie a fortement impacté des différents secteurs et tendances d'économie, aussi bien au niveau mondial que local. Et le e-commerce, y compris le e-commerce alimentaire avec, par exemple, les livraisons à domicile, a été l'un des secteurs qui s'est renforcé significativement via les nouvelles habitudes de consommation. Et personnellement, j'estime qu'après les périodes de confinement et couvre-feu, il y aura certainement un léger reversement de la tendance. Une partie des consommateurs reviendront dans le commerce physique. Toutefois, je pense que le e-commerce sortira renforcé à la fin de cette période. Et encore une fois, comme l'a dit Ahmad, et Benoît également, en fait, on est sur des accélérations des tendances préexistantes. Donc, la croissance de e-commerce, elle ne date pas de 2020. Elle a commencé bien plus tôt. Les enjeux de digitalisation dont on a parlé précédemment, ce sont des tendances préexistantes. La transformation de la chaîne logistique. Aujourd'hui, les clients s'attendent à une livraison de plus en plus rapide, de plus en plus fluide. Et plus globalement, encore une fois, la plateformisation avec les enjeux de la scalabilité, ce sont des tendances qui vont encore plus s'accélérer en 2021. Non, c'est un très bon point. C'est surtout l'accélération qu'on a vu énormément. J'ai vu quelque chose,
je crois que c'était chez L'Oréal de manière mondiale et chez Marks Spencer au UK, mais ils ont publié ils ont vu une accélération de 5 années sur leur planning du e-commerce. Donc, ça a vraiment accéléré un peu ce trend. C'est intéressant. D'autres panélistes veulent parler un peu là-dessus? Je veux bien donner un point de vue, parce que c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est sur la France. Cette croissance, elle a été assez extraordinaire l'année dernière parce que je crois que les chiffres sont, le marché a doublé en une année. Hein. Donc, c'est une croissance de 100%. Bon, ce qui est pas forcément très surprenant parce que les choix étaient beaucoup plus limités. Donc, c'est normal de voir cette accélération. Mais je crois que maintenant, les prédictions sont qu'un quart de la population d'ici 2025 fera ses achats sur Internet. Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que je pense qu'il y a une époque, les gens achetaient principalement en ligne avec leur desktop. Par contre, maintenant, et ça a été accéléré vraiment l'année dernière, c'est les achats sur le mobile. Donc, ça représente une grande partie des achats. Donc, maintenant c'est intéressant de voir que les gens finalement sont confortables, n'ont pas forcément besoin d'avoir un grand écran pour pouvoir faire leurs achats en ligne. Et ce qui m'a étonné, hein, parce que j'ai mon équipe de performance ils sont toujours négatifs par rapport à ça, mais tout ce qui est recherche vocale avec les Alexa et ce genre de les home speakers, il y a aussi apparemment, selon les recherches que j'ai lues, des analyses il semblerait que c'est une influence sur les achats, dans le sens où je sais pas, les gens sont dans leur cuisine et mettre des produits sur leur liste d'achat, si j'imagine sur Amazon ou d'autres plateformes, pour après acheter. Donc, quelque chose qui semblait peut-être être un gadget il y a quelque temps semblerait devenir plus normal. Donc, ça aussi, c'est intéressant à voir parce que ça veut dire qu'il y a il y a plus d'opportunités pour un consommateur d'acheter, mais ça veut aussi dire que pour un annonceur, il y a plus d'opportunités pour essayer de capter ce consommateur et essayer de le transformer en client loyal. Donc, non, il y a une évolution super intéressante avec beaucoup d'efforts dans la personnalisation. Et ça revient un peu au thème de la transformation dont on a parlé avant, où beaucoup de nos annonceurs essayent de mieux comprendre leurs clients et pouvoir commencer à avancer, accélérer dans ce domaine de la personnalisation. Donc, je dirais qu'on est un peu au départ, mais Amazon le fait depuis des années, mais c'est en train de s'accélérer vraiment partout. Oui, non, c'est intéressant. Émilie, c'est quelque chose que tu as vu chez Deezer, l'achat par les enceintes connectées. C'est bien ça, les smart speakers? Oui, on voit des tendances, on essaie de voir comment on peut s'inscrire dans cette tendance-là pour permettre l'achat par la voix. Et évidemment, on souhaite proposer à nos clients cette possibilité d'intégrer des publicités. Alors, on connaît le DCO. Voilà, l'extrême du DCO, c'est d'aller proposer quelque chose en temps réel sur un besoin de consommation qu'un utilisateur pourrait avoir. Et donc voilà, c'est un très beau sujet, je pense, qui va émerger encore plus cette année. Et nous, simplement pour dire qu'en termes de typologie d'annonceurs, effectivement, les principaux investisseurs en temps de crise, ça a été ceux de la grande distrib et tout l'e-commerce de manière générale. Historiquement, on avait des petits acteurs qui infiltraient le digital parce que voilà, ils étaient digital natives et donc ils sont venus infiltrer les plateformes d'une manière assez naturelle. On a vu tous les annonceurs radio qui sont venus préempter maintenant de l'audio digital et dans cette fournée d'annonceurs, on a effectivement une grosse présence des distributeurs. Je pense à des gens comme Intermarché, par exemple, qui sont venus en termes de stratégie vraiment couvrir excellemment cette période de confinement et de sujets qui nous touchent au cœur, avec une stratégie de communication qui est évidemment excellente et avec une facilité d'achat sur les bons canaux. Et qui leur permet effectivement d'exister dans cette période-là.
Vraiment, j'ai toujours l'impression qu'on vit dans l'avenir, quoi. C'est pas du back to the future, on y est maintenant. Donc, je vais dire à notre audience qu'on accepte des questions. Donc, n'hésite pas à insérer des questions dans la boîte Q&A. Et on va passer à ça. J'ai encore 2 petites questions à poser au panel et puis on passera aux questions de l'audience. Donc, je crois que c'était Benoît qui a touché sur ce thème tout au début, mais là, on est dans une période, une année qui va être très intéressante. Nous aurons des défis dans le digital, surtout avec la disparition de certains identifiants, les cookies de Chrome, les IDFA de iOS 14. Et donc, je veux vraiment qu'on discute un peu de comment la pub ciblée, la publicité mesurée va évoluer, parce que ça va pas être facile. Donc, Benoît, tu vas peut-être commencer avec des idées là-dessus? Ce qui était, enfin, je ne sais pas si c'est intéressant, mais c'est en fait, on avait commencé il y a quelques mois une réflexion très approfondie sur les changements par rapport, enfin, l'évolution des cookies et leur impact sur le ciblage et la mesure sur Internet. Et donc, bon, en interne et en externe avec nos clients, on réfléchit à des solutions, on essaie de comprendre l'impact de ces changements et on regarde de très près ce qui se passe dans l'industrie. Il y a énormément de nouvelles solutions qui sont en train d'être développées. Nous, dans le cadre de Publicis, avec l'acquisition d'Epsilon, on est en train de… Enfin, on a acheté Epsilon. L'une des raisons pour laquelle on les a achetés, c'est qu'ils ont aussi un graphe identitaire qui a été mis en place dans un certain nombre de pays. Donc, c'est une des solutions qu'on regarde, mais en même temps, bon, il y a pas mal d'options. Et d'un seul coup, en fait, je dirais sur les 3 dernières semaines, donc enfin, l'année vient à peine de commencer, hein, et maintenant, la seule chose dont on parle, c'est les changements d'iOS 14, les implications et quel va être véritablement l'impact. Et ce qui est toujours très difficile dans notre industrie, c'est qu'il n'y a jamais une réponse 100% claire à toutes ces questions. Il y a énormément d'options. Moi, d'une certaine façon, je vois ça de façon très positive, dans le sens où ça permet peut-être de nettoyer quelques pratiques qui étaient en cours, qui n'étaient pas forcément très en ligne avec les nouvelles régulations, surtout au niveau de tout ce qui est vie privée, hein, et son respect et utilisation des données personnelles d'utilisateurs. Donc, je pense que là-dessus, c'est positif parce que je pense qu'on est en train de reconstruire une façon de cibler qui sera plus en respect par rapport aux contraintes et au respect que les internautes veulent avoir. Mais c'est vrai que ça crée énormément d'incertitudes et ça inquiète un petit peu les annonceurs parce qu'il y a toujours, je dirais, il y a énormément d'opportunités sur l'Internet et il y a toujours énormément de problèmes, que ce soit tous les problèmes qui sont liés à la vérification, la visibilité, tout ce qui est ad fraud, tous ces éléments-là. Après, il y a les éléments d'ad blocking. Maintenant, il y a tous ces éléments-là. Donc, ce qui est fascinant dans mon boulot, c'est qu'on est toujours pas la défense, mais s'assurer que nos annonceurs continuent à avoir une certaine confiance par rapport aux investissements digitaux. Mais on s'ennuie jamais. Oui, j'imagine qu'ils ont beaucoup de questions en ce moment chez nous. Tout d'abord, après les annonces, c'était surtout nos clients médias qui nous ont parlé de ce thème. Maintenant, on voit de plus en plus que c'est nos clients, plutôt des marques avec leur achat internalisé qui commencent à investiguer un peu les options là-dessus. Pour les autres panélistes, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez, vous passez beaucoup de temps actuellement? Oui, on passe pas mal. Vas-y, je t'en prie, Galina. Merci. En fait, sur le plus court terme, le marché français est sur la dernière ligne droite pour la mise en conformité avec les recommandations de la CNIL sur le recueil du consentement éclairé.
Et donc déjà, nous anticipons les impacts sur la publicité ciblée et les solutions de la mesure. Donc effectivement, la modification de la gestion des third-party cookies par Chrome accélérera cette tendance-là. Et aujourd'hui, l'industrie travaille sur le sujet et nous sommes tous en attente à la recherche d'une solution opérationnelle, des solutions opérationnelles. Dans ce contexte, les quelques tendances que nous constatons et dont nous sommes sûrs, d'un côté, le renforcement de walled garden par construction, et pour tous les autres acteurs qui ne sont pas de walled garden, il y a plusieurs axes existants à date. C'est déjà renforcer l'offre qui repose sur leurs actifs propriétaires et exclusifs. Donc, par exemple, dans notre cas, travaillant avec les inventaires de Cdiscount, nous avons une plateforme publicitaire mettant à disposition ces inventaires-là aux annonceurs. Le deuxième axe, c'est exploiter les richesses contextuelles. Et plus le contexte est riche, plus l'acteur est privilégié, bien sûr, par cet aspect-là. Et puis, de développer les solutions de monétisation, de publicité qui ne sont pas dépendantes de cookies. Donc, l'affaire à suivre. Je rejoins Galina sur beaucoup de points de ce que tu viens de dire. Effectivement, le contextuel, hein, on l'attend tous. Le third party, il y a beaucoup de cookieless, solutions cookieless qui se mettent en place. En termes de KPI, je pense que ça va toujours être pour nous la viability, le taux de complétion qui vont être des indicateurs forts sur son marché, comment il va évoluer. Et puis, nous, on est dans un univers logué. Donc, quand on parle de walled garden, quelque part, on est capable de créer de la first to first ou de la first to second et de se dire, finalement, on a tout un écosystème qu'on peut inventer pour accompagner nos clients sur l'exploitation de la donnée dans le cadre GDPR, évidemment, mais qui nous permettent finalement de travailler sur des beaux sujets, que ce soit d'insight pour les e-commerçants avant de lancer une campagne, que ce soit de la donnée post-test et que ce soit effectivement dans ce côté first to first. Après, ce qui nous importe plus, nous, c'est la baisse des IDFA, puisque c'est vraiment ça qui va potentiellement nous impacter dans un cadre d'univers applicatif logué. On est moins impacté par la disparition du cookie, mais par contre, l'IDFA, évidemment, ça va nous impacter. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est ça. Donc voilà, on regarde beaucoup ce qui se passe dans les discussions avec Apple. Ils ont décalé ça au printemps et voilà, ils décalent. Donc, on a bon espoir de les faire reculer complètement. Vous ne serez pas chez Deezer les seuls à croiser les doigts là-dessus. Ahmad, tu avais une perspective aussi, quoi? Oui, c'est simplement pour réagir sur l'IDFA et des cookies et peut-être démystifier un petit peu. On en parle beaucoup, un peu comme le bug de l'an 2000. Mais concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les cookies, on les utilise pour trois choses principales au niveau de notre industrie. D'abord, c'est pour l'identification. Ensuite, c'est pour la gestion des cappings. Et troisièmement, c'est pour l'attribution. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'il va falloir qu'on soit inventif au niveau technologique pour arriver avec des solutions pour résoudre ces trois problématiques. Et je pense qu'il y a énormément d'initiatives qui sont mises en place. Donc, il y a des acteurs traditionnels de l'industrie et d'autres récents qui ont des actifs, donc qui ont une véritable valeur ajoutée pour la gestion de ces problématiques. Et historiquement, il y a eu aussi des passagers clandestins, donc des freeriders qui profitaient d'un flou un peu qu'il y avait sur un flou réglementaire dans notre industrie pour pouvoir quand même générer de la valeur là-dessus. Et ça, je voudrais simplement l'inscrire dans un contexte plus large. Notre industrie au niveau de la tech est très jeune. On a une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc, c'est un marché qui est complètement, ou allez, on ne va pas le dire complètement, mais très peu régulé. Donc, aujourd'hui, on est en train de structurer le marché parce qu'il grossit. Donc, les enjeux sont de plus en plus importants, deviennent internationalisés. Donc, aujourd'hui, on est dans une logique de réglementation. Et je pense, comme l'initiative RGPD d'il y a 2 ans, c'est une bonne chose. Donc, ça, comme disait Benoît, ça permet d'assainir un petit peu le marché. Ça a également pour conséquence de raccourcir la chaîne de valeur programmatique. Et je pense que les acteurs qui sont capables d'apporter
une solution, que ce soit au niveau de l'identification, de l'attribution ou également du capping, pour s'en sortir considérablement à ce niveau-là. Et donc, Ahmed, c'est un point intéressant parce que nous, chez Beeswax, on voit énormément d'innovation de la part de nos clients en France. Et donc, si on passe un peu de temps à parler de la France maintenant, est-ce que l'industrie de la publicité digitale en France est peut-être mieux préparée pour l'avenir que d'autres pays d'Europe ou même du monde? Quel est ton avis là-dessus, hein? Ahmed, on t'est perdu? Excuse-moi, c'est à moi que tu as posé la question, je n'ai pas entendu. Ah oui, pardon, oui. Donc, j'avais voulu savoir si… Excuse-moi, je n'ai pas entendu ta question. Donc, est-ce que la France et les entreprises à tech digitales de la France sont peut-être mieux préparées pour l'avenir que d'autres pays d'Europe ou du monde? Je pense que oui, sans chauvinisme, je pense que oui, parce que alors, en France, c'est le pays après les États-Unis où il y a les plus grosses boîtes à tech, et je pense qu'il y a beaucoup de talent dans ce secteur en France. Et du coup, il y a aussi une dimension qui est très importante, c'est que la France, déjà l'Europe, et avec l'initiative RGPD et la CNIL en France qui est très à cheval sur ces problématiques, incite les acteurs du marché à être compliant, à être innovants, à être techniquement opérationnels sur ce point-là. Donc ça, c'est un premier volet. Deuxièmement, il y a un savoir-faire AdTech et AdOps en France qui est, je pense, très intéressant et très relevé par rapport aux autres pays. Maintenant, l'impact qu'il y a en France sur la partie programmatique est un petit peu différent par rapport aux autres pays, où on peut observer qu'il y a un effet de rattrapage qui est beaucoup plus important. Il y a un taux de croissance qui a été enregistré sur les achats programmatiques qui est beaucoup plus important. Donc, en fait, il y a ces deux forces. Donc, il y a une structure de marché en France qui est très résiliente, et il y a des opportunités de croissance qui sont plus intéressantes sur d'autres marchés. Donc, je pense que l'opportunité pour les boîtes AdTech françaises, c'est d'exploiter les ressources qu'elles ont et aller se développer sur d'autres marchés. C'est un petit peu ce qu'on a fait au niveau d'AdLive lors de l'année dernière, en allant chercher de nouveaux marchés en Asie. Bon merci, on a confiance à l'avenir. Galina, si je te pose la même question. Je rejoins Ahmad sur la confiance dans les talents et l'expertise en France. Effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'initiatives sur le sujet, et je pense on a toutes les composantes pour trouver de bonnes solutions. Et en même temps, je reste persuadée dans les initiatives internationales, on peut mutualiser et consolider les forces de pays différents, ce qui permettra d'être beaucoup plus réactif pour trouver de bonnes solutions aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Merci. Émilie? Oui, évidemment, on est bien placé. Cocorico, Deezer est évidemment une société à l'origine française, même si aujourd'hui elle est globale. Il faut voir l'investissement record dans la French Tech en 2020, malgré le contexte, c'est 5,4 milliards d'euros de levée de fonds. Donc oui, on est bien placé. On est le premier pays en Europe parmi les 500 tech leaders. On en a 97, donc on est les premiers. Et on a les plus grosses sociétés dans lesquelles il y a eu des investissements faits cette année. Donc ça, c'est la première réponse. Et la deuxième qui est corrélée, c'est que derrière, on a finalement un gouvernement
avec Cédrico notamment, qui investit beaucoup cette mission French Tech, cette mission numérique. Deezer fait notamment partie de la mission gouvernementale numérique auprès du gouvernement pour travailler avec les grands groupes sur des sujets data et AI, mais aussi formation, accélération sur les sujets digitaux, carbon footprint. Enfin, voilà, il y a des gros sujets qu'ils investissent via cette mission. Et donc, oui, je crois qu'on est vraiment bien équipés pour ça. Voilà. Cocorico, soyons chauvins. Je pense qu'on a besoin tous d'optimistes et une bonne nouvelle, donc on peut se le dire. Et maintenant, on va à 4 sur 4. Moi, je suis français et fier d'être français, mais basé à Londres depuis longtemps. Donc, je crois que la France, maintenant, je crois que c'est le deuxième pays européen au niveau de l'e-commerce. C'est aussi un marché publicitaire énorme, mais qui reste encore pas très télévision, mais quand on regarde la proportion digitale et le reste, je crois que le digital est à peu près à 40%, alors que des pays comme l'Angleterre, on a déjà passé les 50%. Donc, les investissements publicitaires déjà sont plus élevés en Angleterre de façon générale. Je crois que c'est le quatrième marché mondial. Mais il y a, je dirais, l'industrie digitale a peut-être accéléré plus rapidement en Angleterre. Et bon, je suis totalement d'accord qu'il y a énormément de talent en France et on a le groupe Publicis organise une belle conférence chaque année qui s'appelle Viva Technology, qui, bon, alors évidemment, avec le virus, il n'y a pas eu grand-chose, mais chaque année, j'y vais et c'est impressionnant de voir en fait je dirais, la créativité, l'innovation qui vient de la France. Et c'est vrai qu'il y a énormément de boîtes françaises au niveau de la tech qui ont des produits très, très intéressants. Mais bon, je pense que l'Angleterre aussi reste un pays très avancé. Et bon, même avec Brexit, je pense que ça va continuer à accélérer. Donc, il y a énormément de potentiel, je dirais, en France, mais il y en a aussi sur les autres pays. Et l'Allemagne aussi est un pays qui est très intéressant, mais qui est peut-être pas aussi, je dirais, développé dans le sens où il y a plus de restrictions. Donc, j'ai l'impression, ça c'est plus un point de vue personnel, mais qu'il y a peut-être un petit peu moins d'innovation par rapport à ce qu'on voit sur l'Angleterre et sur la France. Oui, ce sont des observations très intéressantes. On a reçu une petite question de la part de l'audience. Donc là, je voulais demander aux panélistes, on n'a que quelques minutes qui nous restent, mais donc des réponses brèves, mais quelles sont les nouvelles opportunités et innovations que vous avez observées sur 2020? Quelqu'un veut commencer? Lance. On ne t'a pas entendu, Amal, je crois. Oui, on va ok, pardon, je pense que quelqu'un d'autre a… Ok, donc, les nouvelles opportunités, innovation sur 2020, je reviens, j'insiste encore dessus, hein, mais c'est vraiment principalement des accélérations sur le mobile, sur la vidéo. Je rejoins aussi ce que tu disais, Benoît, c'est sur la partie gaming. Aujourd'hui, on a des requêtes spécifiquement pour le mobile et ou spécifiquement pour le gaming. Et c'est un effet particulier, c'est parce qu'aujourd'hui, les gamers sont un peu plus âgés. C'est plus simplement des jeunes ados. Et aussi, donc, ils ont du pouvoir d'achat. Donc, c'est intéressant. Et c'est un inventaire qui est intéressant parce que ça permet d'avoir une durée d'exposition qui est plus prolongée, un peu plus d'engagement. Donc, ça, c'est vraiment un facteur qui joue énormément en attendant que Netflix active la publicité. Mais c'est un environnement qui permet vraiment d'avoir une durée d'exposition de qualité. Deuxièmement, c'est également l'utilisation, encore une fois, je reviens dessus, c'est vraiment la fusion des les réseaux sociaux et les environnements, on va dire, médias traditionnels. Et je pense qu'on va voir des choses très intéressantes, no spoiler, mais des choses très intéressantes sur ce sujet très bientôt. Et troisième phénomène, je pense que là, c'est vraiment, encore une fois, c'est vraiment des phénomènes d'accélération, c'est encore une fois sur la Connected TV. Je pense qu'il y a énormément de choses qui sont en train de se passer là-dedans. Et surtout, là, je rejoins aussi ce que vous disiez là, sur le e-commerce.
Aujourd'hui, la télé segmentée, comme on dit en France, va permettre un essor spectaculaire du e-commerce. On a vu, pour ceux qui ont vu les dernières innovations sur ce sujet-là, on est vraiment capable de réaliser des choses assez extraordinaires au niveau des vidéos augmentées et avoir des taux de conversion extraordinaires sur la partie e-commerce. Donc, je pense que c'est vraiment, ça se situe là, c'est du social, de la vidéo et encore peut-être de la mobilité et de la connected TV. Et de la voix. Bien sûr. Je me permets de compléter. La voix est transverse. La voix est transversale sur les trois. Dans la continuité de l'e-commerce, il y a une tendance qui nous est très chère parce que nous travaillons beaucoup avec retail, c'est le retail média. Ce matin, le syndicat des régies Internet a présenté la nouvelle édition de leur observatoire de e-pub et le constat est en 2020, le retail média a explosé. Donc, juste pour resituer, c'est un dispositif qui est complet, qui permet à répondre aux enjeux de marque allant du branding au développement de leur vente. Deux offres clés, le retail display et le retail search. Donc, 95% de la croissance du search publicitaire en France est portée par le retail search. On est à plus 32% de la croissance sur un marché quasiment flat qui fait plus 3 en 2020 versus 2019. Pareil, le retail display, plus 5% sur un marché qui est en croissance. Et donc, pour nous, c'est une tendance qui va aussi s'accélérer en 2021 avec l'enrichissement de l'offre. Et comme Ahmad en a parlé, Benoît et Émilie, on va parler de social retail. On a une nouvelle tendance qui est le live commerce qui est en train de prendre forme en France. Les solutions audio, bien sûr, et puis la standardisation de l'industrie qui s'impose pour que tous ensemble, on puisse être clair dans la méthodologie, dans l'approche pour créer le plus de valeur à nos clients. Galina, merci énormément pour cette perspective, parce que c'est très intéressant de voir un peu l'évolution de ce retail media. Emily, Benoît, vous voudrez ajouter quelque chose avant qu'on ne termine? Non, c'est vrai je rejoins totalement Galina là-dessus parce qu'on n'en a pas parlé on a couvert énormément de sujets, mais c'est vrai qu'il y a une croissance énorme à ce niveau-là. Nous, de notre côté, par exemple, on a développé notre offre commerce parce qu'on voit que nos clients en fait, sont en train de bouger leur budget sur de la recherche traditionnelle, du search sur Google, à passer à d'autres plateformes. Et c'est vrai qu'il y a une croissance énorme qui est vraiment qui est liée à cette évolution du commerce et des achats en ligne. Et donc, c'est vrai que c'est fascinant de voir ça et toute cette évolution au niveau du social aussi, où de plus en plus, il y a des formats d'achat qui sont disponibles sur ces plateformes. Donc, c'est vraiment l'une des grosses opportunités, je pense, sur l'année 2021. Très bien. Bon, il me reste juste à dire merci à tout le monde, à notre audience aujourd'hui, mais surtout à nos panélistes d'avoir partagé les perspectives. Et on a beaucoup couvert sur le thème de la publicité digitale en 2021. Donc, merci énormément et à la prochaine fois. Merci à tous. Merci Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir.